Bonjour, bonsoir, peu importe l'heure à laquelle vous suivrez cette vidéo. Nous vous croyons bien portant. Cette première vidéo de cette année académique, présentée par la team Janius, portera sur le cours de recherche opérationnelle. Plus précisément, sur l'introduction au premier chapitre, qui est celui de la programmation linéaire. Mais avant tout, faisons une mise en contexte. Le cours de recherche opérationnelle sert à enseigner des méthodes analytiques avancées pour la prise de décision optimale et la résolution de problèmes complexes, dans des domaines variés comme la logistique, la gestion de ressources ou la planification. En somme, elle nous permet de trouver les meilleures solutions possibles sous contrainte. Voilà un peu à quoi sert le cours de recherche opérationnelle et, sans plus tarder, commençons. Notre cours, on parlera de programmation linéaire, car on se sert d'une fonction linéaire. Une fonction linéaire est une fonction de ce type, du type y est égal à ax. Pourquoi est-ce qu'on se sert exclusivement de fonctions linéaires? On se sert de fonctions linéaires, c'est bon, vous le pointez. On se sert de fonctions linéaires, tout simplement parce que c'est plus facile à traiter, disons. Puisque les fonctions linéaires, mathématiquement, nous permettent de pouvoir être mieux traités. C'est dans ce souci-là qu'on se servira de fonctions linéaires. Puis, sans tarder, voici donc les fonctions que nous avons. Nous avons d'abord, premièrement, une fonction objectif, et par la suite, nous avons notre sous-contrainte. Rappelez-vous donc du cours de microéconomie que nous avions assurément tous eu, où nous parlions de maximisation du profit, le profit qui est représenté par pi, ou minimisation des coûts. Voilà pourquoi nous la retrouvons dans notre fonction objectif. Et cette fonction ici, qui nous servira d'objectif, l'objectif qui sera à atteindre, ça sera soit de maximiser, soit de minimiser. Et bien sûr, nous ne pouvons pas le faire s'il n'y avait pas de contrainte. Donc, il doit y avoir une contrainte. Nous avons les différents éléments, tels qu'ici, Cj et Xj. Cj qui signifie l'ensemble de tous les coefficients, et X qui sera donc les quantités à produire. On pourra avoir x1, x2, x3, puisque j va de 1 à n, jusqu'à un xn. Même titre, un cn. Sous contrainte de aij, xj. Nous connaissons déjà ce que est xj, c'est nos quantités à produire, ou la quantité. Et aij, ça représentera juste en quelque sorte le coefficient de notre quantité, mais dans la sous-contrainte, ou du moins dans la contrainte. Avec BI comme étant, il est un peu difficile d'expliquer BI de manière analytique comme ça, sera mieux comprise quand on passera aux exercices pratiques. D'ailleurs, la vidéo prochaine, c'est celle d'un cas pratique où on comprendra mieux son utilité. Mais si je pourrais le dire vulgairement comme ça, BI pourrait représenter d'une certaine manière la quantité maximum que nous possédons, ou du moins ce que nous avons en stock. Bien sûr, seulement par rapport à notre contexte, dans le contexte de ce cours précisément. Et nous avons comme dernière contrainte, si on peut l'appeler comme ça, x doit être supérieur ou égal à 0. Pourquoi ça? Tout simplement parce qu'en économie, il est impossible de pouvoir produire une quantité négative. Donc, on ne sait pas produire moins un pain. Voilà pourquoi x doit être sous contrainte, donc du moins x doit être supérieur ou égal à 0. Poursuivant. La forme précédente était une forme canonique. Une forme canonique, ça veut juste dire que une forme de base. Si on la développait, on aurait cela de manière linéaire. Par exemple, C1, x1 plus C2, x2 plus C3, x3, etc., etc. Nous aurions eu une forme linéaire. Sauf que ici, nous avons notre fonction objective qui peut être représentée sous forme matricielle, où chaque matrice, là, est représentée ici. Pourquoi, selon vous, est-ce que ces deux matrices n'ont pas les mêmes dimensions? Rappelez-vous des principes de multiplication des matrices.
afin de multiplier les matrices, il y a certaines conditions à respecter. Autrement dit, le nombre de lignes de la première matrice doit être égal au nombre de colonnes de la seconde matrice ou de la deuxième matrice. Voilà pourquoi ici nous avions un vecteur, ou du moins un vecteur ligne, et ici nous avons un vecteur colonne. Voilà pourquoi cette multiplication est possible, ou devrais-je dire d'ailleurs, une matrice ligne et une matrice colonne. Et c'est le même principe qui est appliqué même au niveau de notre sous-contrainte. Nous n'avons fait qu'une réécriture matricielle. Et d'ailleurs, ici, nous pouvons faire ceci, cela, pour très bien représenter que, excusez-moi, c'est un peu compliqué d'écrire comme ça, pour très bien représenter que c'est ça que nous avons relaté ici. Donc, écrit comme ça pourrait carrément rejoindre notre forme canonique, sauf que, une fois que ça sera développé, ça ne sera pas comme étant une somme, ce sera plutôt des matrices. Toujours avec la même condition, selon que la matrice des quantités à produire doit être supérieure ou égale à la matrice nulle. Passons. Maintenant, nous arrivons dans un cas de transformation des contraintes. Alors, cela peut paraître encore un peu flou au niveau de l'introduction, mais prenez votre mal en patience. Une fois passé le niveau des exercices, tout sera beaucoup plus clair. Alors, nous avons un premier cas, le cas d'infériorité. Quand notre sous-contrainte est donnée dans un exercice avec un cas où nous retrouvons le paramètre d'infériorité, donc la partie de gauche est inférieure à la partie de droite, qu'est-ce que nous faisons? Si la partie de gauche est inférieure à la partie de droite, ça voudrait dire qu'il manque une certaine quantité à gauche pour qu'elle puisse être égale à droite, n'est-ce pas? Donc, pour les égaliser, on devrait normalement ajouter une certaine quantité à gauche. Ce que nous faisons en ajoutant un YI. YI qui représentera une variable d'écart positif. Voilà, aussi simple que ça. Donc, une fois que vous avez un exercice où la sous-contrainte est donnée avec l'opérateur inférieur ou égal, ce que vous aurez à faire, c'est réécrire la même sous-contrainte en y ajoutant YI afin qu'on puisse avoir une égalité. Sauf que vous me demanderez sûrement, et si nous avons une égalité, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien, tout simplement, si nous avons déjà une égalité, on ne rajoutera pas rien. Mais on fera ceci, on rajoutera juste un ZI. Mais à quoi ça servirait de rajouter ZI puisque nous avons déjà une égalité? ZI est une variable artificielle. Elle n'a aucune valeur économique, elle nous servira juste à faciliter un peu le calcul. Mais sinon, elle n'a aucune incidence économique. Donc, si vous tombez sur un cas où vous avez un énoncé et que la sous-contrainte donnée se retrouve étant avec une égalité, ce que vous allez faire pour transformer cette sous-contrainte, ça sera d'y rajouter un ZI, une variable artificielle. Et dans le cas où nous avons l'opérateur supérieur ou égal, ce que nous devons faire, puisque cette partie, notre partie de gauche, est supérieure à la partie de droite, BI, ça voudrait dire que, afin que ces deux parties puissent être égales, nous devons retirer quelque chose de notre partie de gauche. Je ne sais même pas quel dessin je suis en train de faire là, mais nous devons retirer quelque chose de notre partie de gauche. Voilà pourquoi nous retirons moins WI. WI qui sera notre variable d'écart négatif. Variable d'écart négatif. Et nous ajoutons quand même, puisque nous sommes au niveau de l'égalité, nous ajoutons quand même ZI, qui sera donc notre variable artificielle. Elle n'a aucune incidence économique. Rappelons-nous les trois cas, supériorité, infériorité, égalité. Quand nous avons une infériorité, nous rajoutons une variable d'écart positif. Seulement, quand on rajoute la variable d'écart positif, alors notre sous-contrainte passe au niveau de l'égalité. Or, si dans notre exercice, on nous donne directement une sous-contrainte avec une égalité, ce qu'on fera, on rajoutera un ZI qui sera notre variable artificielle. Elle n'a aucune incidence économique. Et si nous avons un cas de supériorité, nous soustrayons d'abord un WI, puis nous ajoutons par la suite un ZI.
Voilà. Merci beaucoup. Ce n'était qu'une petite vidéo introductive. Restez branchés pour avoir la suite. C'était la Team Genius. Au plaisir de vous retrouver très bientôt sur notre chaîne. Merci.